Voici donc ce que font les meilleurs communicants. Ils ont compris que le calme est loin d'être une faiblesse, c'est une véritable stratégie. Tu n'as pas dit qu'il avait raison, tu as juste montré que tu avais entendu et que tu lui donnes une forme d'importance. Et psychologiquement, c'est la différence entre quelqu'un qui cherche à gagner et quelqu'un qui cherche à comprendre. On ne peut pas convaincre quelqu'un lorsque nous-mêmes, on n'arrive même pas à se maîtriser. Quand tu poses des questions et que l'autre personne, en y réfléchissant elle-même, va arriver à la conclusion que tu avais identifiée, t'as tout gagné. Est-ce qu'à toi aussi, ça t'est déjà arrivé de perdre un argument, perdre une conversation, perdre dans une situation, alors que tu sais que tu aurais dû gagner? Tu avais les bons arguments, tu avais les bons faits, les chiffres, toute la logique, et pourtant, l'autre personne n'a rien voulu entendre. Et pire, plus tu insistais, plus elle se fermait, elle se braquait, et plus la conversation t'échappait et tu perdais totalement le contrôle. Voilà ce que personne ne t'a appris à faire à l'école, et qu'on n'apprend d'ailleurs toujours pas à nos enfants. Gagner un argument, ça n'a absolument rien à voir avec avoir raison. Ça a tout à voir avec la façon dont tu le dis. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Dans cette vidéo, je vais te donner des outils concrets pour convaincre sans t'emporter, pour tenir ta position sans élever la voix, sans crier, et pour sortir d'un désaccord avec ta relation intacte, voire renforcée. Parce que oui, les disputes, les arguments peuvent servir à renforcer une relation. Et je vais aussi te dire quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Certains arguments ne valent tout simplement même pas la peine d'être gagnés. Comme je le dis souvent, pick your battles, choisis tes batailles, choisis-les bien. Alors on commence. Premièrement, je veux commencer par la psychologie du calme. Quand tu hausses le ton dans un argument, tu ne deviens pas plus convaincant. C'est pas parce que tu parles plus fort que tes arguments valent plus. Tu deviens tout simplement une menace pour l'autre. Le cerveau de la personne en face de toi, biologiquement, automatiquement, bascule en mode survie. Personne n'a envie ou personne ne se sent en sécurité en face de quelqu'un qui hurle. Au contraire, c'est ce que je viens d'expliquer, on se sent en danger. Et si on est en danger, on va pas avoir la bonne façon, la bonne attitude, la bonne posture pour parler calmement. La science est très claire là-dessus. Il y a une structure dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale. C'est ton système d'alarme interne. Dès qu'elle détecte une menace, dès que ton cerveau identifie une menace grâce à ton amygdale, ton ton agressif, une voix qui monte, un regard dur, va déclencher ce qu'on appelle le hijack de l'amygdale. En quelques secondes, le cerveau rationnel se déconnecte et le cortex préfrontal, la partie qui analyse, écoute et raisonne, s'efface complètement. Tout ce qui reste, c'est ton instinct de survie, ton instinct de te défendre, ton instinct de contre-attaquer, comme si tu avais en face de toi finalement un réel danger de mort. Autrement dit, quand tu cries, l'autre personne n'entend même plus tes arguments. Dès que tu hausses le ton, la personne n'entend même pas ce que tu dis, elle te considère simplement comme une menace contre laquelle elle voudra se défendre. Elle entend simplement danger, 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 alerte rouge. Donc tu peux avoir les meilleures idées du monde, tu peux avoir les meilleurs arguments, si tu les livres dans un état d'activation émotionnelle élevé, elles ne passeront pas. Personne ne retiendra rien et tu perdras de toutes les façons la situation. Pas parce que l'autre personne est stupide ou de mauvaise foi, mais parce que, comme je viens de te le démontrer, c'est son cerveau qui est littéralement en train de se protéger contre toi, qu'elle considère comme une attaque. Voici donc ce que font les meilleurs communicants. Ils ont compris que le calme est loin d'être une faiblesse, c'est une véritable stratégie. Et je parle ici d'un vrai calme, pas d'un calme superficiel ni d'un calme apparent, mais d'un réel calme intérieur. Il y a un concept en psychologie du comportement qui s'appelle la présence affective. C'est l'empreinte émotionnelle que tu laisses sur les autres. Moi, j'appelle ça ta signature émotionnelle. Certaines personnes, par exemple, entrent dans une pièce et tout le monde se détend. Elles ont quelque chose qu'on peut considérer comme un genre de charisme. D'autres entrent dans une pièce et tout le monde se crispe, comme si ces personnes-là dégageaient naturellement une forme de tension. Cette empreinte, elle se construit dans les moments de désaccord et pas dans les moments faciles. Tu construis ta signature énergétique en fonction de l'aptitude que tu as développée dans les moments difficiles à garder ton calme. La personne qui reste calme quand tout le monde s'emballe est loin d'être la personne la plus faible. C'est au contraire celle qui contrôle le cadre, celle qui contrôle le tempo de la conversation. Et en psychologie, c'est elle qui aura donc le plus d'influence.
Voici un autre secret que les bons négociateurs connaissent. Et tu as déjà vu ça dans des films. Baisser la voix force l'autre à se rapprocher et donc à faire un pas vers toi. Un pas physique qui va venir renforcer la connexion. Un effort pour t'entendre. Et donc, si cette personne fait un effort pour t'entendre, c'est là qu'elle va pouvoir capter réellement la valeur de tes arguments. Ça crée une tension d'attention, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de t'imposer, mais tu attires l'autre à toi simplement en baissant ton volume sonore. Donc avant même de penser à tes arguments, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en état de convaincre quelqu'un en ce moment ou est-ce que je sens que je boue de l'intérieur, ça va donc se voir à l'extérieur, ça va me faire perdre mes moyens, perdre le contrôle, je ne serai pas calme. Si ta voix monte, si ta respiration s'accélère, si tu sens que tu commences à te crisper la mâchoire, si tu commences à interrompre, si tu commences à toi-même vouloir te défendre, la réponse est non. Tu n'es pas dans le bon état pour continuer cette conversation. Et la chose la plus intelligente que tu puisses faire à ce moment-là, c'est de reprendre le contrôle de toi avant même d'essayer de convaincre l'autre. On ne peut pas convaincre quelqu'un lorsque nous-mêmes, on n'arrive même pas à se maîtriser. Alors ralentis, baisse d'un ton, pose un silence, pas parce que tu cèdes, mais au contraire parce que tu choisis de gagner. Et là, je vais te parler de l'écoute active et de l'importance de la validation lorsque tu es dans un argument, dans une dispute, dans une situation un peu compliquée. Maintenant qu'on a posé le cadre, donc le calme, la maîtrise de soi comme stratégie, il faut parler de ce qui se passe juste avant que tu ouvres la bouche pour répondre. 95% de ce que tu vas dire, ou en tout cas de ce que je vais t'inviter à faire, se passe dans les moments où tu ne parles pas. La plupart des gens, malheureusement, dans un argument, n'écoutent pas. Ils attendent que l'autre finisse leur phrase pour placer le contre-argument. Et pendant qu'ils attendent, en fait, pour placer leurs propos, ils sont pas du tout en train d'écouter. Ils construisent une réponse pendant que l'autre parle, pendant que l'autre est encore en train de parler. Et ça, c'est un problème parce que la personne en face de toi le sent. Elle sent bien que tu ne l'écoutes pas, puisque tu es dans ta tête en train d'essayer de préparer ta réponse. Donc, même si ça se passe souvent inconsciemment, la personne en face de toi sent que tu n'es pas en train de le valider, en train de lui donner une importance, en train de l'écouter, et donc forcément, elle crée une résistance. Il y a un outil très puissant que les meilleurs négociateurs au monde utilisent systématiquement, ça s'appelle l'écoute active. Et c'est pas juste quelque chose que les bons négociateurs utilisent, c'est quelque chose que les meilleurs leaders, les meilleurs managers, les meilleures personnes charismatiques appliquent. Et c'est probablement la compétence la plus sous-estimée, la plus sous-cotée en communication. On pense que être bon communicant, c'est savoir bien parler, savoir bien poser les mots, mais comme je te l'ai dit, 95% d'une communication efficace, d'une communication impactante, se passe dans les moments où tu ne parles pas et où au contraire tu vas écouter. Alors écouter activement, ce n'est pas juste se taire pendant que l'autre parle et puis regarder ailleurs ou être dans ta tête à préparer une réponse. Écouter activement, c'est recevoir ce que te dit l'autre réellement. C'est lui signaler physiquement, verbalement, intentionnellement, émotionnellement, que tu es là, que tu écoutes, que tu le vois. Un hochement de tête, un mot verbalement qui va venir acquiescer ce que la personne dit, placé au bon moment, le contact visuel maintenu. Tous ces signaux font quelque chose de très précis dans le cerveau de l'autre personne. Ils réduisent la menace perçue. L'autre personne va comprendre et considérer que tu es là pour lui, que tu lui donnes une importance et donc que tu n'es pas là pour l'attaquer, pour le diminuer ou pour l'agresser. Tu es ouvert, tu reçois, tu acquiesces, tu comprends, tu valides. L'autre personne se sent automatiquement en sécurité. L'amygdale de cette personne va se détendre. Et quand l'amygdale se détend, le cortex préfrontal revient en ligne. C'est-à-dire que la partie du cerveau qui est capable de comprendre, d'écouter, de raisonner. Et donc d'entendre tes arguments que tu vas pouvoir placer juste après. Mais voilà où ça devient vraiment puissant. L'importance de la validation. Validez votre interlocuteur. Validez les propos de la personne à qui vous parlez, même quand vous êtes dans un argument. Ça ne veut pas dire que tu lui donnes raison, c'est simplement reconnaître que sa perspective a une logique interne fondée, même si elle est différente de la tienne. Ça veut juste dire « Oh, ok, je comprends pourquoi tu dis ça. Je comprends comment tu es arrivé à ce résultat-là. Je comprends comment tu vois les choses. » Et avant de dire « Voilà comment moi je vois les choses », tu viens d'abord valider sa perspective. Et par effet miroir, si tu fais un pas en avant vers cette personne, elle fera aussi un pas en avant vers toi.
c'est là qu'elle impacte, c'est là que vient la solution. Imagine la situation suivante. Tu es dans une réunion, un collègue rejette de façon assez virulente ton idée devant tout le monde. Ton réflexe naturel, encore une fois, ton amygdale est stimulé, tu te sens en danger, ça va être d'aller défendre ton idée immédiatement. Mais au lieu de cela, je vais vouloir t'inviter aujourd'hui à te dire la phrase suivante, et à dire à la personne d'ailleurs la phrase suivante, c'est intéressant. Tu pointes quelque chose que je n'ai même pas vu moi-même, que j'ai hésité à intégrer mais que je n'ai pas mis. Aide-moi à comprendre encore plus cette préoccupation qui semble fondamentale pour toi. Là, tu viens chercher, tu viens prendre la main de l'autre et lui dire « Allons dans la même direction. Je t'entends, montre-moi mieux, fais-moi comprendre, aide-moi à te comprendre. » Ce que tu viens de faire là, c'est désarmer la défensive sans abandonner ton terrain. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas dit « tu as raison et moi j'ai tort ». Tu as dit « oh, c'est une perspective intéressante, je suis intéressé à comprendre parce que moi je suis curieux et que je n'ai pas la science infuse. » Tu fais aussi preuve d'humilité, donc de leadership. Tu n'as pas dit qu'il avait raison, tu as juste montré que tu avais entendu et que tu lui donnes une forme d'importance. Et psychologiquement, c'est la différence entre quelqu'un qui cherche à gagner et quelqu'un qui cherche à comprendre. Quelqu'un qui cherche à gagner à tout prix et quelqu'un qui cherche le consensus. Et les gens font confiance à cette deuxième catégorie, à quelqu'un qui va être fédérateur, à quelqu'un qui va chercher à rassembler. La validation, c'est aussi une technique pour des contextes personnels qu'on connaît tous. Dans une dispute avec un proche, les mots « je comprends que ça t'est blessé » font beaucoup plus pour désamorcer la tension que 10 minutes d'explication rationnelle. Ne pense pas comme ça, regarde, tu as tort, voici pourquoi tu as tort. Où tu viens invalider finalement l'argument et les propos de la personne en face de toi. Les émotions veulent être reconnues avant d'être raisonnées. Et c'est sur ça, c'est là-dessus que je veux vraiment insister. Les émotions, toutes les émotions sont légitimes. Si une personne est vexée, frustrée, en colère, valide son émotion avant même de commencer à répondre. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Si tu sautes cette étape, tu peux avoir tous les meilleurs arguments du monde, ils ne passeront jamais. Et voici la chose que personne ne dit assez clairement. Reconnaître la perspective de l'autre, ça ne t'affaiblit pas. C'est pas parce que tu valides le propos d'une personne, c'est pas parce que tu valides les émotions de la personne en face de toi que tu es faible. Bien au contraire, c'est une démonstration d'autorité, c'est une démonstration de force, c'est une démonstration de « hé, moi, je vais nous trouver une solution ». On en revient au côté fédérateur. Ça te donne de la crédibilité. D'ailleurs, par effet miroir, cette personne-là, à qui tu auras donné cette validation, va te la donner aussi. Les gens qui savent valider sans céder sont perçus comme beaucoup plus matures, comme plus sûrs d'eux, comme plus fiables, comme plus en contrôle, en maîtrise d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle en art oratoire l'éthos, la crédibilité perçue. Ethos qui peut aussi faire penser à éthique, c'est-à-dire j'ai une éthique de collaboration. Et l'éthos se construit précisément dans les moments où tu pourrais t'emporter, mais où tu ne le fais pas. Parce que tu as développé ton leadership, tu as développé ton calme profond et interne, tu as un cap qui est la résolution et tu le maintiens. Voici le pouvoir de certaines questions stratégiques qui vont t'aider à activer justement l'écoute active et la validation. Une fois que tu as écouté, une fois que tu as validé, il est temps de convaincre, c'est-à-dire de faire ton point. Mais pas en assénant tes arguments comme si tu plaidais devant un tribunal, bien au contraire. Il y a une technique en rhétorique que je veux te montrer ici qui remonte à Socrate et qui est toujours d'actualité. Le principe est simple. Au lieu d'affirmer, tu questionnes. C'est ma technique préférée. Tu poses des questions qui guident l'autre vers ta conclusion sans qu'il ait l'impression d'y avoir été poussé. C'est-à-dire que par des questions, souvent même des questions d'auto-réflexion qui vont emmener la personne à réfléchir sur elle-même, tu vas l'orienter vers la solution que tu avais déjà identifiée. Pourquoi est-ce que le fait de poser des questions ouvertes, des questions d'auto-réflexion fonctionne à chaque fois ? Eh bien parce que quand quelqu'un arrive à lui-même à une conclusion, il la défend. T'as même pas besoin d'aller argumenter ou contre-argumenter. Tu invites la personne elle-même à trouver la solution et la conclusion. Si tu lui imposes ta conclusion, il résiste. Encore une fois, il va avoir l'impression qu'on lui impose quelque chose, que tu es une menace et que tu essaies d'avoir le dessus sur lui. Le cerveau n'aime pas ça. C'est un mécanisme psychologique fondamental qu'on appelle la réactance. Le besoin instinctif de protéger son autonomie de pensée, son territoire, tu vois ? Versus quand tu poses des questions et que l'autre personne, en y réfléchissant elle-même, va arriver à la conclusion que tu avais identifiée, t'as tout gagné. Donc au lieu de dire « tu as tort parce que regarde ici, machin », tu dis « oh, c'est intéressant, comment es-tu arrivé à cette conclusion ? Est-ce que tu peux m'expliquer ton cheminement de pensée ?»
Au lieu de dire « ça ne marchera jamais parce que c'est faux et puis on a déjà essayé ça par le passé, c'est nul », tu vas plutôt dire « qu'est-ce qui se passe selon toi si on rencontre ce cas de figure ?» Tu vois comment tu réorientes, même pas comment tu orientes la personne à réfléchir d'elle-même. Tu ne l'attaques pas, au contraire, tu l'invites à réfléchir avec toi. Il y a encore une fois ici cette notion de personne fédératrice et le leadership, c'est ça. Voici un autre contexte concret qui va te permettre de comprendre. Quelqu'un, par exemple, va affirmer quelque chose de provocateur, de façon très sûre de lui, avec beaucoup d'aplomb, en cherchant visiblement justement à provoquer une réaction chez toi. Au lieu de mordre à l'hameçon et de t'emporter dans tes émotions, je t'invite à répondre plutôt très calmement. C'est une perspective que j'entends souvent. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est vrai dans ce cas de figure précis ? Là aussi, encore une fois, tu invites la personne à réfléchir, à expliquer. Tu tends la main. Ça, c'est la maturité, ça, c'est du leadership. Et là, 2 choses se passent dans le cerveau de la personne. Premièrement, tu ne valides pas l'affirmation, tu n'es pas en train de lui dire « tu as raison, bravo ». Tu es en train de questionner. Et c'est très puissant le questionnement, surtout si c'est un argument qui peut être un peu ambigu ou infondé. Deuxièmement, tu mets la charge de la preuve sur cette personne, sans agressivité, sans accusation. Tu lui incombes la responsabilité de justifier lui-même son propre propos. Donc si l'argument est caduc, il n'y aura rien à prouver et lui-même va se retrouver avec sa coquille vide et aura l'air embarrassé. Et si la conversation dérape malgré tout, si l'autre est clairement de mauvaise foi et continue de maintenir ses arguments qui sont infondés, c'est là qu'intervient le filtre le plus important de cette vidéo. Tous les arguments ne valent pas la peine d'être gagnés. Pas toutes les situations compliquées méritent ton énergie. Alors pose-toi 2 questions simples. Est-ce que cette conversation va encore compter dans 5 ans ? C'est une question que j'adore me poser, par exemple, dans le cadre personnel. Est-ce que ce sera une conversation dont on va se rappeler dans 5 ans ? Est-ce que c'est un argument qui vaut la peine d'être vécu aujourd'hui et qui aura un impact plus tard ? Et la deuxième question, est-ce que l'autre cherche vraiment une vérité commune ou juste une victoire ? Et si la réponse à ces 2 questions est non, ou cette personne cherche juste une victoire, la sortie élégante est le choix le plus puissant. C'est-à-dire partir calmement, sans drame. C'est refuser de jouer le jeu, c'est refuser de s'emporter, c'est refuser de laisser cet argument qui est de toutes les façons cadenassé t'impacter. Et ça, c'est une forme de maîtrise que très peu de gens possèdent. Le fait de pouvoir se détacher et de laisser des combats qui ne méritent pas d'être combattus, d'être vécus. La rhétorique, c'est ça, ce n'est pas de crier plus fort, c'est choisir quand parler, pourquoi parler, comment parler, et surtout, le plus important, quand se taire et laisser passer un argument, une dispute, donner raison à l'autre, même si, dans l'absolu, tu sais très bien qu'il n'avait pas forcément raison, c'est une preuve de leadership aussi. Alors en conclusion, je dirais, voici le système complet. Le calme comme stratégie, l'écoute active comme désarmement et la question ouverte comme outil de persuasion. Ces 3 éléments fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas questionner efficacement sans avoir d'abord écouté. Et tu ne peux pas écouter si tu n'es pas calme. Donc tout ça, c'est un triptyque qui te permet vraiment de gagner un argument, de gagner une conversation, tout en gardant ton calme et donc en étant particulièrement plus impactant. Alors cette semaine, choisis un désaccord. Choisis une dispute au bureau, à la maison, peu importe, et applique au moins une seule de ces choses. Baisse d'un ton, retrouve ton calme et pose une question avant de répondre. Et observe gentiment, avec ce nouveau recul, observe comment la situation change. Observe comment tout se désamorce naturellement. Et si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Je lis tous vos commentaires, je les adore. Et, encore mieux, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.